Les 10 sont apparus au tout premier chapitre de One Piece avec le plus grand des héros, Luffy. Et cette lettre n'a cessé de causer des problèmes au gouvernement, faisant fulminer Im-sama à sa simple mention, enrager les marines par leurs actes de destruction et causant la mort de certaines personnes. Car ce 10, c'était l'initiale du clan des ennemis, ceux qui ont essayé d'empêcher le mal de s'établir sur le monde. Et aujourd'hui, on vous révèle tout sur les 10 existants. Et surtout, on fait une petite théorie sur la première génération de ces héros, celle qui a malheureusement perdu face à Im-sama. Et bienvenue sur Rêve Télé Nakama. Avant de commencer cette petite théorie qui va être très sympathique, on doit vous prévenir qu'il y aura forcément un peu de spoil. Mais ne vous inquiétez pas parce que c'est pas que de la théorie. La première partie finalement, ça va être un gros résumé de tous les 10. Donc vous inquiétez pas, c'est tout simplement une vidéo résumé théorie. Prenez-la comme vous voulez. Ça va être assez sympathique. Comme on l'a dit, c'est vraiment un résumé sur chaque personnage qui ont porté le 10 dans l'univers de One Piece. Et à la toute fin, la grosse théorie concernera la première génération de ces 10. Et petite chose en plus, la réaction live du chapitre, ce sera demain sur Twitch à 20h30 comme d'habitude. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Les 10. L'introduction de l'initiale 10 dans One Piece a beau dater du premier chapitre, le mystère qui l'entoure est introduit bien plus tard, dans les paroles d'Oda dans le SBS numéro 8. Cet homme refuse de donner la signification du 10 à l'époque. Ça a une importance folle, mais il refuse tellement que même aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, c'est toujours pas fait. On ne sait toujours pas exactement à quoi ça correspond. Kureha sera la seconde personne à en parler, en révélant que Roger en était temps. Et depuis, de nombreux porteurs ont été révélés. Teach, Law, Dragon, Garp, Ace, Shebek et même certaines personnes qu'on n'attendait absolument pas. Pourtant, les 10 sont les démons du gouvernement et il a même été révélé qu'ils peuplaient les royaumes antiques. C'était les opposants aux fondateurs et aujourd'hui encore, ils traumatisent les dragons célestes et chacun de leurs mouvements font trembler le monde. Mais que signifie ce 10? Eh bien là, on rentre déjà dans la théorie parce qu'on va faire une théorie avant l'explication, puis une autre théorie après. Et d'ailleurs, on vous invite à rajouter en commentaire votre propre théorie, nous ça nous ferait vraiment très plaisir. Et nous, tout simplement, ce qu'on pense, c'est que le 10, c'est une lettre, mais aussi un sourire. Parce que quand vous prenez le dé et que vous le retournez, ça fait un sourire. Et ça ferait sens, parce que tous les 10 se moquent du monde, se moquent du gouvernement. Ils ne veulent que la liberté, ils ne font que sourire. D'ailleurs, la plupart des personnes qui sont liées au 10, à chaque fois qu'ils meurent ou qu'ils passent à côté de la mort, qu'ils pensent qu'ils vont mourir, ils ne font que sourire. C'est un peu un défi au monde. Sourire devant l'adversité, sourire devant la mort, sourire devant le gouvernement, sourire devant l'autorité. Mais ça ne peut pas être que ça, sinon ce serait bien trop simple. La deuxième signification possible, ce serait une réécriture de l'histoire. Le gouvernement l'a fait en supprimant tellement d'informations et ça a dû se faire sur un très long laps de temps. Est-ce que ça leur a pris un siècle? Eh bien oui, c'est le fameux siècle oublié. Et pour détourner la population de l'ancien régime, ils les ont tout simplement qualifiés de démons. Ça s'est déjà fait dans l'histoire, à de nombreuses reprises. Après chaque révolution, les personnes disaient que l'ancien régime, les rois, la république ou autre chose, peu importe quoi qui a précédé, c'était des démons, c'était des monstres, c'est des personnes qui opprimaient la population. Très facile à dire, très facile à mettre en place, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc voilà d'où vient le D de ville. Diable, c'est la signification la plus simple et la plus intéressante. Et d'ailleurs, dans la théorie qui va suivre, on va vous dire également pourquoi est-ce que ça a été autant accepté par ces personnes, pourquoi ils ont pris le 10. Mais avant de commencer la théorie, comme vous le disiez en début de vidéo, on va tout simplement vous faire un gros résumé de tous les 10 qu'on a connus jusqu'aujourd'hui. Numéro 1, les 10 de notre génération. Nous sommes littéralement sur la génération de 10 la plus importante du manga, tout simplement car c'est le manga, on le voit actuellement, donc si la plus importante, elle était bien avant... Excusez-moi, Hancock. Oh, je viens d'insulter beaucoup de fans, là. J'ai failli frapper Hancock, c'est pas possible. Je suis pas un dragon céleste. Je suis pas un dragon céleste. Et donc, forcément, on va suivre les plus importants. Même si la première génération est intéressante, on va le voir après. Mais là, c'est ceux qui vont bouleverser le monde et changer ce monde. Et on commence évidemment avec la plus intéressante des familles, les Monkey D. Le premier représentant, ce n'est nul autre que le seul et unique Garp. Le héros de la marine, qui pour le coup, il n'a rien d'un démon pour eux. C'est même le contraire, car c'est lui qui les a sauvés du désastre sur God Valley. Il avait sauvé les dragons célestes présents. Il a même fait toute une carrière en arrêtant de nombreux pirates de renom. En gros, c'est tout bénef pour les 5 anciens. Son fils par contre, c'était un vrai démon, et ça l'est toujours. Dragon, le révolutionnaire. Il a commencé en tant que marine, mais s'est très vite détourné du gouvernement et a essayé de changer le monde. Cette vision de la justice ne lui suffisait pas. Elle n'était même pas correcte selon lui. Il est devenu pacifique. Puis, un peu moins pacifique. Il a ciblé directement les rois de ce monde, les dragons célestes. Et aujourd'hui, il fait des choses incroyables. Et dans la famille Monkey D, on demande le petit-fils. Le pire d'entre tous, faut l'avouer, de cette génération, mais aussi de cette famille. Il a fait tellement de choses horribles que le gouvernement ne peut pas le passer sous silence.
Il a décidé de devenir pirate, il a détruit Enies Lobby, créé la plus grande évasion d'Impel Down, il a chamboulé Marineford et il continue ses méfaits dans le Nouveau Monde ayant même éveillé Joy Boy. C'est bien lui l'ennemi naturel d'Im-sama. La deuxième des grandes familles de Dee connues, c'est celle de Roger, les Goldie. Et la plus importante des représentantes, c'est Goldie. Tout simplement, c'est elle. Oh là là, elle est trop mignonne. Un peu fatiguée, elle dormait, je suis parti la chercher. Quel mauvais maître. Je suis complice, je peux rien dire. Allez, on continue. Non, effectivement, le plus grand des représentants de cette famille, c'est Roger, tout simplement. On connaît rien de sa famille, mais il est né à Locktown, et sa carrière a bien fâché la marine et le gouvernement. Même s'il ne voulait que la liberté, sa quête de la dernière île était celle des royaumes antiques, et son dernier message a lancé la grande ère de la piraterie. Son fils Ace était tout aussi impétueux, mais sa vie fut bien plus courte. Il a bouleversé le monde à sa façon, mais il n'a pas laissé tant de traces directes que ça, à part sur les personnes qui l'ont vraiment connu, comme Barbe Blanche, Sabot ou Luffy. La mère d'Ace était aussi une Dee, la célèbre porte-gas Dee rouge. Mais là pour le coup, pour les porte-gas, on connaît vraiment rien du tout. Et Ace a décidé de prendre le nom de Portgaze. Peut-être que ça a une énorme signification qui sera expliquée dans One Piece par la suite. La branche Marshall est la plus étonnante, c'est celle de Barbe Noire, Marshall dit Teach, le grand méchant qui a fait que du mal autour de lui et qui a un plan, celui de dominer le monde. Et lui, eh bien il ne dort pas. Eh bien ça, est-ce que ce serait une caractéristique de famille, quelque chose qui serait lié aux royaumes antiques? Eh bien nous en tout cas, on mise sur un grand oui. Les Trafalgar Dee, eux, sont une famille de North Blue. Et pour le coup, contrairement à tous les autres, ils n'avaient jamais eu de problème, semble-t-il. Ils ont grandi là-bas, en tout cas la famille s'est installée sur place. Ils sont tellement bien installés sur Flévence qu'ils sont tous devenus médecins de père en fils. Jusqu'à l'incident de Flévence avec le saturnisme blanc, il n'y avait aucun problème avec eux. Les parents de Law étaient tous les deux médecins. Leur enfant devait devenir médecin avant la tragédie. Et la sœur de Law, elle y trouvera la mort dans cette tragédie. Et lui deviendra le très grand pirate qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est assez triste car le gouvernement a créé un de ses némésis lui-même. Jaguar du Sol est le seul géant porteur du Dee qu'on connaisse. Mais ses origines, son histoire, eh bien pour l'instant, on ne connaît rien de tout ça. Mais d'ailleurs, c'est un des premiers géants à avoir intégré la marine. Et pour le coup, il était porteur de Dee. Comment Im-sama, les 5 anciens, le gouvernement, tout court, a laissé faire ça? C'est assez étonnant. Mais il y avait le cas Garp, peut-être qu'il était déjà là à l'époque, ce qui nous étonnerait parce que les géants vivent très très longtemps. Mais ça, c'est à éclaircir par la suite. Le monstre de la précédente génération parmi les Dee, c'était Rox Dee Shebeck, le plus grand ennemi de Roger, celui qui a dévasté God Valley en s'attaquant au dragon céleste. Mais là aussi, peu de choses est connu sur lui. Et là c'est un spoil Nakama, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les chapitres. Tout est dans la timeline, ne l'oubliez pas. Une dernière famille de Dee est arrivée dans One Piece, mais qui a toujours été là, ce sont les Nefertari. Depuis la reine Lily, ils étaient tous des Dee. Cette lettre a été léguée de descendant en descendant, mais de façon bien cachée. Donc Cobra et Vivi l'étaient forcément, et ils ont hérité de la lettre du démon. Ce qui veut dire qu'il y a forcément un début à cette lettre. Une première fois où elle a été donnée, où elle a été assignée à un ensemble de personnes. Et voilà le fondement de cette théorie. Comment cette lettre est née, qui l'a créée et comment elle a été distribuée. Numéro 2, la première génération. Il y a 800 ans de cela, les royaumes antiques ont perdu la Grande Guerre. Ça, vous le savez forcément, on en parle très souvent. Et surtout, c'est un sujet qui est actuellement dépouillé fortement dans One Piece, dans les chapitres, en ce moment même. Et si vous n'êtes pas à jour sur le gouvernement, eh bien, regardez la vidéo qui s'affiche en haut à gauche, ou à droite, quelque part. Mais à l'époque, la Grande Guerre était menée contre les Dee. Le chef du gouvernement le dit lui-même, Im-sama en personne. Pourtant, une chose ne va pas dans tout ça. Si les porteurs de Dee peuplaient le royaume antique, il y en aurait forcément bien plus aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, car les familles connues ne sont pas plus de 10. Alors, est-ce qu'Im-sama aurait menti ? Bien sûr que non, mais il parle d'autres personnes, il ne parle pas de la population, mais il parle vraiment des têtes dirigeantes qui se sont dressées contre lui, ou plutôt qui lui a résisté. Il faut voir les choses autrement, il faut voir ça comme les personnes qui sont directement opposées à lui, comme les grands chefs des royaumes qui sont battus sur le champ de bataille et qui ont survécu. Pour nous, après la chute, Joy Boy et les autres dirigeants ont survécu, ils vivaient cachés, ils savaient que tout était perdu, mais surtout, Joy Boy, la divinité, savait aussi que tout changerait dans le futur, 700 ans après la guerre, et comme c'est une divinité, tout le monde l'a cru. Il a même précisé une chose à l'époque, il allait se réincarner parmi les descendants des personnes portant le Dee. En tout cas, les personnes qui ont survécu à cette époque. Et il reviendrait pour finir son œuvre. Il reviendrait pour battre Im-sama. Et d'ailleurs, pour bien comprendre, on va rajouter pas mal de choses à cette théorie. La reine Lily Nefertari était là car elle avait déjà attrapé Joy Boy. Et oui, elle l'avait fait à la toute fin de la guerre. Mais lors du voyage vers la Nouvelle Terre Sainte, eh bien elle s'est peu à peu rapprochée de Joy Boy, jusqu'à apprendre la vérité sur Im-sama, sur ce gouvernement qui allait détruire le monde et l'avenir. Forcément, elle y a cru et elle a voulu sauver Joy Boy. Mais celui-ci savait que c'était fini, alors il a juste réuni tous ses généraux et il leur a donné une volonté.
celle de la résistance. Comme Marie-Joie leur avait afflué du titre de démon, eh bien il a décidé de garder l'initiale pour chacun des leurs. Le fameux dit qui perdure encore aujourd'hui et qui chamboule le monde. Et d'ailleurs, ils étaient tous des peuples qui n'ont pas rejoint le gouvernement. Le premier de ces dits était forcément un géant, un des ancêtres de Jaguar d'Issol, qui est totalement logique car les géants sont un peuple qui s'oppose encore au gouvernement. Ils refusent d'être mêlés à celui-ci et surtout, ils ont l'air de bien connaître Joy Boy. En tout cas, ils font des fêtes, des cérémonies en l'honneur du dieu soleil. Et n'oublions pas d'ailleurs le fameux chapeau géant qui est tout au fond de Marie-Joie, enfin en tout cas au sous-sol quelque part, voilà. Un espèce de lieu de pèlerinage pour Im-sama. Donc forcément, c'était le chapeau du Joy Boy de l'époque. Et on se demande si ce Joy Boy d'ailleurs n'était pas un géant, et donc il a fait de son premier apôtre, le premier homme qui l'a suivi, et ben le premier des 10. Donc le premier, c'est Jaguar dit. Le second était un boucanier, la race qui allait bientôt être exterminée. Les ancêtres de Barbe Noire, les Marshal dit. Pour nous, les ancêtres de Kuma ne sont pas des dits. C'était certes des boucaniers, mais pas forcément des porteurs de dits, tout simplement parce que sinon ça aurait été transmis de génération en génération, ça se serait su, et donc forcément Kuma, eh bien, il aurait été très heureux de le savoir. Mais il y a une autre solution, c'est que peut-être leur ancêtre a supprimé intentionnellement ce dit pour paraître moins suspect. Être boucanier et porter un dit, c'était peut-être un peu trop sur leurs épaules. Pour les hommes poissons, le représentant n'est pas connu, mais il y en a forcément un. N'oubliez pas que les rois des hommes poissons viennent du peuple. Neptune n'est pas roi. Mais ce représentant pour nous était forcément la princesse sirène. Alors il y a beaucoup de preuves là-dessus. Tout d'abord, la princesse sirène, Joy Boy, s'adresse directement à elle. Deuxièmement, signe des hommes poissons, le drapeau des hommes poissons a un soleil et il est totalement lié à Joy Boy. C'est l'équipage du soleil. Il y a vraiment quelque chose qui est connoté dedans. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui porte le dit là-bas? En tout cas, personne de connu. Eh bien, la princesse sirène était morte à l'époque. Elle est morte durant la guerre. Ce qui explique pourquoi est-ce que Joy Boy lui a laissé une lettre pour le futur, pour une prochaine princesse sirène, pour une princesse sirène qui éveillerait ses pouvoirs. Ce qui explique aussi pourquoi ils n'ont pas gagné la guerre. Cette princesse étant morte et elle n'a pas pu utiliser ses pouvoirs pour vaincre Im-sama, pour vaincre les envoyés du gouvernement. Ça aurait été étonnamment facile en fait de le faire avec les seigneurs des mers, mais personne ne pouvait plus les contrôler. Les Minx, eux, n'ont pas eu de dit. C'était les vassaux d'un autre peuple, de celui de Wano, les Kozuki. Et vous allez nous dire qu'il n'y a pas de dit sur place, et pourtant il y a les Kozuki qui sont une sorte de dit. La lune est leur symbole, et le croissant de lune fait pas mal penser à un dé. Pour nous, ils en sont, mais là aussi, les Kozuki ont un pouvoir qu'ils éveillent de temps à autre, celui de contrôler les monstres tels que Zunej, les monstres terrestres. Et là aussi, l'explication, eh bien, elle tient, car leur représentant a dû mourir pendant la guerre et n'a pas reçu le titre de dit. Il y avait forcément au moins un dit chez les peuples ailés, tout simplement car eux aussi ils ont des cultes qui tournent autour du dieu soleil, ils ont forcément participé à la guerre. Les Lunaria, c'est une certitude, ils ont même été exterminés par la suite, et ce qui explique pourquoi eux, ils n'ont pas de représentants avec le dit chez eux. Et encore, on n'en est pas certain parce qu'on n'en connaît pas assez. Peut-être qu'on va tomber sur un Lunaria par la suite, et c'est le dernier des dits, le plus puissant, le vrai représentant de Joy Boy, celui qui va tout apprendre à Luffy, qui va apprendre tout ce qu'il a à savoir sur Im-sama, mais c'est pas encore fait, et nous on attend un peu plus sur les Lunaria, effectivement. Il y a eu au moins 5 humains avec un dit, toutes les familles connues aujourd'hui, mais on en parlera dans une autre vidéo, même si eux, eh bien, se sont juste fondus dans la population. Et enfin, la dernière des lignées était aussi humaine. Mais dans notre genre, la lignée Nefertari. Pour nous, la reine Lily était tombée amoureuse de Joy Boy. Oui, on lâche ça comme ça, mais ça a une grosse signification pour la toute fin qui va arriver dans 2 minutes. Ne lâchez rien parce que ça va être intéressant. Le fait d'épargner Joy Boy a créé le clan du dit. Tout était grâce à elle, mais elle l'a forcément livré à Marie-Joise, car celui-ci lui a demandé. Tout ça, c'était pour l'avenir. Puis, elle s'en est allée, elle est rentrée dans son peuple. Mais en chemin, elle s'est fait attaquer par les hommes du gouvernement. Et elle et son équipage se sont échoués sur une île qu'ils ont colonisée. Ils sont restés cachés loin du gouvernement. Et cette île, c'est Amazon Lily. Alors cette lignée de dit, elle a créé 2 branches. La première à Alabasta, car oui, la reine a pu envoyer un message sur place. Un message grâce à 2 messagers, le chacal et le faucon. 2 fruits du démon qui étaient totalement liés à Alabasta à l'époque déjà et qui l'est toujours aujourd'hui. Elle n'était pas idiote cette reine. Elle a envoyé ces 2 messagers d'un côté et elle est partie en bateau pour pouvoir attirer les hommes du gouvernement, mais elle ne pensait pas survivre. Or, elle a survécu et en s'échouant sur la future Amazon Lily, elle y est restée. Elle a fait tout un culte autour de l'anti-gouvernement, autour de l'anti-homme, autour de tout ce qu'on sait aujourd'hui sur cette île, et elle a aussi créé une malédiction. En tout cas, elle est à l'origine d'une malédiction, et surtout, les impératrices qui ont reçu cette malédiction, elles tombent tous amoureuses de ceux qui sont les plus proches d'éveiller Joy Boy, et elles doivent le suivre sous peine de mort. Voilà pour l'origine des dits, tous ceux qui ont composé cette première génération. Ils avaient pour mission de faire vivre leur lignée jusqu'à la fin. Et voilà Nakama, on espère que ça vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt les accros de One Piece.